retour sur le plateau de T'empêche tout le monde de dormir. Dernière partie avec Elisa Tovati et Titoff à l'affiche d'Open Bed. On en parle dans un instant. Une pièce produite et adaptée par Laurent Ruquier, mise en scène par Charlotte de Turckheim, où tout le monde couche avec tout le monde. En tout cas, c'est ce que nous a dit Laurent il y a quelques semaines ici. Il paraît que ça arrive, oui. Il paraît que ça arrive. Julie Ferrier avec nous et qui est restée pour le DVD, évidemment. Aujourd'hui, c'est férié et le film, Thierry est passé nous voir pour Ça se soigne. Et donc, vous posiez des questions tout à l'heure à Thierry Lhermitte sur les traders. Je vous en présente trois. Enfin, il y a un ancien trader, Jean-Luc Hussac, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes trader indépendant au sein du cabinet Perceval Finance Conseil. Vous avez débuté dans la finance en 1983, donc vous connaissez ce monde-là par cœur. Quel est l'ancien trader ? On y arrive. D'accord. On y arrive. Édouard Balladur, bonsoir. Monsieur André Abrigagne, bonsoir. Vous êtes trader spécialiste des risques financiers. Vous travaillez en bourse depuis 39 ans. On ne plaisante pas. Vous êtes également l'auteur du Tao de la bourse et du trading et spécialiste de la psychologie des traders. Donc, vous allez pouvoir tout nous raconter également. Enfin, vous, Tammy Cavache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ancien trader, aujourd'hui professeur agrégé d'économie et auteur de la psychologie des grands traders et de l'art du trading. Oh, ça va, arrête de te la péter. Hein. Alors, on va essayer de tout comprendre ce qui s'est passé donc à la Société Générale. Avant la pub, il y avait un petit reportage qui nous explique dans les trois, c'est quoi le métier de trader pour les téléspectateurs qui arrivent maintenant et qui n'ont pas tout compris. Ça consiste en quoi le métier de trader ? Il faudra mettre un peu plus de sono, les gars, s'il vous plaît, et on va y aller. Bah, écoutez, simplement, un trader intervient sur les marchés financiers. Pour simplifier, donc il va acheter pour essayer de revendre plus cher, ou bien il va vendre pour essayer de racheter moins cher. Donc il va utiliser des effets de levier, c'est-à-dire qu'avec 100, il va jouer 1000, 10 000. Donc il va jouer sur des variations assez faibles du marché pour profiter donc des écarts et prendre de l'argent le plus vite possible. Donc c'est l'essence même du capitalisme, quoi, pour dire. Moi, par exemple, c'est un métier de commerçant, vous dites. Parce que par exemple, moi j'achète du shit en gros et je le revends à mes potes et je fais plus d'argent après. Ça c'est du trading. Ça c'est du trading, c'est ça. Mais illégal. Hein. Illégal. Parce que vous, votre métier est illégal. Vous dites, monsieur Brigogne, vous disiez sur le métier de trader. C'est un métier de commerçant. C'est un métier de commerçant, c'est-à-dire développer. C'est-à-dire exactement, vous achetez quand c'est bas et vous vendez quand c'est haut. Mais il ne faut pas se planter parce que ça peut continuer à descendre ou ça peut monter. Vous savez, c'est exactement la même chose dans une entreprise. Hein. Si vous achetez des vêtements quand ils sont très chers et vous n'arrivez pas à les vendre, c'est la même chose. Pour aller encore plus loin, c'est-à-dire le trader, est-ce qu'il a une utilité économique, sociale ? Il faut savoir qu'un trader, finalement, il sert à accroître la liquidité d'un marché. Donc, effectivement, pour... Excuse-moi. Allez-y. Mais qu'est-ce que c'est un trader ? Mais là, on vient de le dire depuis 10 minutes, là. C'est quelqu'un qui achète Alors, il a compris jusqu'à là. Mais qu'on comprenne bien sur la question. C'était pour Fabrice. Hein. C'était pour ça. Qu'on comprenne bien. C'est quoi votre formation aux uns et aux autres ? Est-ce qu'il y a une formation commune ? Comment ? Parce qu'autrement, il y a une part de talent des uns et des autres. Parce qu'autrement, tout le monde peut faire trader dans la vie. Aujourd'hui, de plus en plus d'ingénieurs. Qui font du trading, des économistes, des commerciaux, des mathématiciens. Parce que, si vous voulez, le trading repose en gros sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance de ce que lui dit le marché, ce que j'appelle la connaissance des signes. Le deuxième pilier, c'est sentir le marché, comme l'a dit Tammy tout à l'heure. Donc là, c'est une part perso, quoi. C'est ce qu'on sent bien ou mal, quoi. Il y a en plus des techniques, oui. Le troisième pilier extrêmement important, c'est la gestion du risque. Bon, par exemple, moi, je suis en train de gérer le risque de ne pas me casser la figure sur votre chaise. Vous voyez, ça peut être drôle en même temps. Donc, on gère son risque, et ça, c'est une des parties les plus importantes. Et là, c'est là où il y a la part perso, de son goût du risque ou pas ? Il y a un quatrième qui est effectivement la part personnelle, où vous devez, en quelque sorte, devenir un compétiteur efficace, comme l'est un skieur de haute catégorie. Voilà. Mais il y a de la meuf dans le trading ou il n'y a que des mecs vraiment ? Parce que là, il y a des femmes. Il y a des femmes. 90% d'hommes. 90% d'hommes. Oui, il y a beaucoup Et est-ce qu'il y a des traders qui n'ont pas de cravate rouge, par exemple ? Oui, pour être sérieux là-dessus, puisque c'est quand même un sujet qui passionne tout le monde, moi, ce que j'ai toujours pas compris, j'ai bien compris quel était votre boulot, qu'il fallait sentir le risque, etc. Mais est-ce qu'on est formé pour ça ? Est-ce qu'il y a une école qui forme les traders ? Jean-Luc Hussac, par exemple. Ah, vous dites non, vous dites oui, alors il faut... Il y a Dauphine et Assas, enfin. C'est des facs, donc. Il y a des règles de marché à respecter, il y a des... en fait, si vous voulez, les pressions psychologiques sont très fortes quand on prend position sur les marchés financiers. Donc on peut gagner ou perdre des sommes assez importantes, pas du montant de la SocGen, hein, mais... On va y venir. Là-dessus, comment on a pu miser ces sommes-là ? C'est des millions d'euros déjà, et ça peut aller très vite, donc il y a des règles à respecter. Si vous voulez, quand on est en position, on perd vite la tête. On a la pression, on a mal à l'estomac, ça commence à l'estomac, ça prend ici...
Il faut respirer, il faut se ventiler. Non, mais ça se prend là. Quand on est mal sur un marché, ça fait vraiment très mal physiquement. Parce qu'on vient de perdre beaucoup d'argent. Tant qu'on n'a pas vendu, Parce on n'a pas perdu. Mais quand on vend, déjà, on se libère de quelque chose, ça va déjà mieux. Mais bon, quand on prend des positions sur des marchés, on se fixe 2 objectifs importants. Un objectif de gain, mais ça, c'est facile à réaliser. Et surtout, une perte potentielle acceptable. D'accord. Donc, il y a 2 niveaux de perte. C'est comme au casino, en fait. Moi, je fais comme ça. Mais là, c'est quand même, c'est quand même réfléchi. Casino. Comme Comme le directeur du casino. Non, pas tellement pour perdre, oui, mais pas trop. Donc, je voulais poser comme question, justement, à quel moment, justement, on se dit, quand on voit qu'on perd, on se dit, bon, tiens, là, il faut que je vende. Il y a des Non, mais normes dès le techniques. départ, il y a des prises de position qui se font suivant des critères bien définis. Moi, par exemple, vous parlez d'une formation. Moi, j'étais plutôt dans les mathématiques. J'étais joueur d'échecs semi-professionnel dans les années 80. Enfin, je voulais faire ça. Enfin, et puis, pas professionnel, quand même. non, je me suis dit, j'ai rencontré la bourse par hasard. Donc, j'ai un parcours pas très conventionnel. Donc, je suis allé en bourse par hasard. Et j'ai abordé la bourse du côté technique, pas du tout économique. Donc j'ai essayé de m'aider de formules mathématiques, de courbes, etc. Donc j'ai abordé les trades comme cela. Donc je me fixe des objectifs, des pertes potentielles, et je réagis que suivant ces critères-là. Donc quand vous êtes à une perte maximum que vous êtes fixée, là vous vous dites j'arrête quoi d'une certaine Alors, manière. bon, de toute façon, on sait qu'à un moment donné, Mais est-ce que vous devez rendre des comptes ma question, et on va y venir, est-ce qu'à un moment donné vous rendez des comptes à quelqu'un? À moi. Moi, en ce qui me concerne, c'est à moi-même, parce que je travaille que pour moi. Vous travaillez que pour Et à vous. votre courtier, parce que sinon, il va faire des appels de marge, c'est-à-dire qu'il va demander de l'argent pour boucher le trou. Ouais, mais toi, t'étais joueur de baby-foot, donc c'est un peu différent. C'est pas Mais donc, vous rendez des comptes à vous-même. Mais par exemple, Jérôme Kerviel, au sein de la Société Générale, il avait, j'imagine, comme vous, ils ont des planchers à ne pas dépasser. Et donc là, il rend bien des comptes à une hiérarchie qui voit bien qu'il dépasse En principe, oui. En principe, oui. Et c'est même surveillé tous les jours. Et alors Et quand c'est important, même plusieurs fois par jour. Et je pense qu'on va y venir, mais justement, est-ce que le délit d'initié, il n'est pas en fait constant? Ça, c'est autre chose. Vous n'avez rien compris depuis le début. Non, justement, parce que bien évidemment que vous devez être au courant de ce qui se passe dans le monde. Non, pas du tout. Pour le cours à de. notre niveau, ne court de rien, pas grand-chose. On cherche pas. Mais On cherche même je pas. suis d'accord avec vous, l'initié, il est constant. Ah voilà. Enfin, moi, c'est ma théorie. Maintenant, après, Toi, t'es venu avec un dictionnaire, toi. Parce que délit d'initié, je veux dire, il c'est est pas d'où tu plus le de temps sors. en temps. Mais enfin, à ADS, on attend toujours, etc. Mais alors, expliquez-nous comment, à la Société Générale, à un moment donné, ces planchers de perte, puisqu'on a bien compris que ce qui arrivait à Jérôme Kerviel, c'est que il perdait, il n'a pas su s'arrêter en espérant se récupérer d'une certaine manière. Il ne vendait pas. Hein. Enfin, quand il n'a pas vendu, il avait pas vendu. Le vendredi, donc le jour où effectivement la direction a apparemment découvert la situation, cette situation était à l'équilibre. Ensuite, le dimanche, enfin, c'est ce qu'a dit la direction. Moi, j'y crois pas trop. Donc, effectivement, elle était à l'équilibre. Je prends. Puis après, le dimanche, il y a eu le crash des valeurs boursières. Donc, on a eu une forte baisse. Et c'est là où la Société Générale a été obligée de déboucler et donc a perdu l'équivalent de 5 milliards. Un week-end, ils ont perdu 5 milliards. Moi, je 5 voulais milliards. savoir, moi, je suis à la Poste. Je suis à la Poste. Bon, est-ce qu'il y a des risques, par exemple, qu'Olivier Besancenot détourne de l'argent ou bien on est... Julie, ça vous inspire quoi là, vous avez des questions sur ce sujet-là? C'est quelque chose. J'ai un ami trader qui a arrêté pour être prof de yoga. Donc, Ah oui, il a fait carrément à 180 degrés, lui. Parce qu'il était quoi, stressé totalement dans ce métier-là? Non, Il y a c'était plus une trop de coke, reconversion. surtout, au bout d'un moment, tu sais ça. Non, mais il faut savoir faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut facilement passer du trading au yoga. Parce que... Oui, il faut d'ailleurs. On connaît il faut. moins de gens qui font du yoga qui passent au trading. Ils arrivent en retard. D'ailleurs, détrompe-toi. les gens qui font du trading sont extrêmement disciplinés. Tous les deux, on a écrit des ouvrages sur la psychologie. On va les montrer. Et je pense que c'est quand même extrêmement important d'être discipliné, d'être en phase avec les marchés, d'avoir une distance par rapport au marché. C'est-à-dire que la personne qui est préoccupée par les gains et les pertes, elle devient folle. Et donc, effectivement, si elle a une certaine distance, elle ne s'attache pas aux résultats. Et le problème de Jérôme Kerviel, mais également de beaucoup de traders,